Bonjour et bienvenue dans Questions aux experts avec la rédaction de Pourquoi Docteur. Cela fait maintenant 2 ans, presque jour pour jour, que nos vies ont été bouleversées par la pandémie de Covid-19. Et si de confinement en couvre-feu, de passe sanitaire en passe vaccinale, des contraintes très inhabituelles ont marqué ces 2 années, il y a en fait des choses beaucoup plus importantes qu'il faut aujourd'hui en retenir. D'abord un bilan humain très lourd, puisqu'il y a près de 130 000 décès en France, et aussi, et j'allais presque dire surtout, malgré une accélération jamais vue de la recherche scientifique, il y a encore sur cette affaire beaucoup de questions qui restent sans réponse. Alors c'est justement sur ces inconnus de la pandémie que l'on va aujourd'hui revenir avec la professeure Christine Rouziou. Bonjour professeure. Bonjour. Vous êtes virologue à la faculté de médecine de Necker et nous allons balayer ensemble toutes les interrogations qui demeurent sur cette pandémie que nous ont envoyées en ordre très dispersé les internautes. Donc on va essayer de ranger un petit peu les choses pour que le déroulement de cette émission soit logique. Et la première de ces interrogations, et l'actualité vient d'ailleurs d'apporter dessus quelques éléments nouveaux, c'est celle qui porte sur l'origine du virus. L'Institut Pasteur vient de relancer, entre guillemets, la piste de la chauve-souris. Est-ce que c'est une thèse qui est, pour vous, convaincante ? Oui, l'article est tout à fait important et tout à fait intéressant. Pour la petite histoire, ils ont été collectés des selles et des prélèvements chez des chauves-souris, mais dans les grottes du Laos. Et c'est très intéressant parce qu'il y a beaucoup d'espèces de chauves-souris qui cohabitent, qui mangent les mêmes choses et qui vivent donc dans ces espaces confinés qui sont des grottes. Et ils ont trouvé une multitude de virus, et notamment beaucoup de coronavirus. Et surtout, ils ont trouvé 3 coronavirus qui sont, quand on fait de la phylogénie, c'est-à-dire de l'arbre génétique des virus, qui sont très très proches des virus de Wuhan. Ils ne sont pas tout à fait pareils. Il y a un petit endroit assez important dans le virus, dans la spicule extérieure qui est un peu différent, alors que c'est un point important. Mais ces 3 virus sont, pour la première fois, des virus très très proches des virus de Wuhan. Donc voilà, on confirme que le virus est sans aucun doute d'origine animale. On confirme que ce sont des virus mosaïques, c'est-à-dire que ce sont des mélanges de souches donneuses en quelque sorte, puisque toutes ces espèces de chauves-souris qui cohabitent ont des virus différents qui se remélangent après dans l'espace, parce que là aussi il y a une transmission aérienne de tous ces virus qui est confinée dans ces grottes. Donc c'est un papier extrêmement important. Puisque ces grottes du Laos sont au nord du Laos et à la frontière de la Chine. Et voilà, ça confirme ce que l'on suspecte, c'est vraiment une origine animale. Et surtout, des gros réservoirs animaux de virus qui peuvent infecter l'homme. Est-ce que ça ferme toutes les autres pistes possibles ? Non, ça ne ferme pas. En tout cas, bon, moi, en tant que virologue, je ne me vois pas créer un virus dans un laboratoire, donc je ne crois pas trop à cette hypothèse, même si je pense qu'effectivement, les laboratoires de Wuhan travaillaient sur les coronavirus et y essayaient de comprendre les éléments dans le virus qui font son pouvoir pathogène, hein, et connaître tout l'extérieur du virus, ces spicules qui l'entourent, pour fabriquer des vaccins, fabriquer des traitements, tout ce qui concerne le virus, pour comprendre toute la machinerie dans la cellule qui va produire le virus, puis qu'on pourrait bloquer pour faire des antiviraux. Donc voilà, ils ont sans doute beaucoup manipulé le coronavirus, et puis les Chinois ont l'habitude de collecter des animaux vivants et de les garder vivants pour les manger bien frais. Donc toutes ces nourritures sont dans les marchés humides, comme il est dit. Par contre, la souche du l'idée que le pangolin serait... ça s'éloigne vraiment, parce que dans les arbres phylogénétiques, il est sur une autre branche. Donc le virus du pangolin est vraiment loin des virus des chauves-souris. Vous délivrez un non-lieu pour le pangolin ? Non-lieu pour le pangolin, même si je ne dis pas que le pangolin n'est pas un réservoir de virus.
Et est-ce qu'on sait aujourd'hui, au-delà de cette origine, est-ce qu'on sait aujourd'hui tout de ce virus? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont dites. On a même évoqué parfois la présence de séquences qui pourraient montrer qu'il serait issu d'autres virus. On a même parlé du VIH. Oui, mais on en est où de oui, non, alors ça, c'est une vraie bêtise. Et malheureusement, c'est de Luc Montagnier, mais Dieu est son âme. Mais c'est pas... non, ce n'est pas du tout une donnée intéressante. Par contre, effectivement, vous avez raison. Il y a de nombreuses inconnues, même si, moi qui viens du VIH, de 30 ans de VIH, nous n'avons jamais eu dans le VIH tous les outils qui ont été utilisés ces derniers temps, ces cryomicroscopies, ces cristallographies, ces biochimie moléculaire aussi fine avec toutes ces techniques, toute cette bioinformatique qui permet de faire de la phylogéographie, de la phylogénétique. Tout ça a été à une vitesse extraordinaire. Malgré tout ça, au fur et à mesure on avance, on creuse des questions. C'est vrai que la question de l'origine du virus animal, ça avance un peu avec cette connaissance des chauves-souris, mais par contre, pourquoi ces virus diffusent aussi vite? Quand on voit l'épidémie de Delta, elle a été quand même très très vite fin octobre et jusqu'en novembre, et puis elle a vraiment s'est étendue dans le monde entier, et puis Omicron est apparu, et là il est apparu en décembre en Afrique du Sud, et il est déjà dans plus de 47 pays, il est dans le monde entier, et puis on a un rebond, un renouveau, un nouveau Omicron 2. Alors justement, on en arrive un peu au deuxième chapitre de ces inconnus, c'est cette affaire de mutation et de variants. Donc là, on a un sous-Omicron, il s'appelle, paraît-il, BA2. Ça, voilà, on a BA2. L'Organisation mondiale de la santé dit qu'il ne faut pas le craindre. Vous confirmez ou Moi, je ne confirme pas. Je ne confirme pas. L'OMS s'est trompée à plusieurs reprises et veut toujours être rassurant, et je n'ai pas toujours suivi ce qu'ils disent. Je trouve qu'il n'y a pas assez de connaissances pour dire qu'il est moins pathogène. Je pense qu'il est au moins aussi pathogène que Omicron 1. Je trouve que les papiers qui sont publiés là, mais je lis ça depuis 3-4 jours. Enfin, il faut voir qu'en une semaine, ce virus a déjà envahi la planète. Donc, il a une vitesse de propagation encore supérieure à Omicron, laquelle était supérieure à Delta. Et surtout, dans les arbres phylogénétiques, Omicron 1 et Omicron 2 sont vraiment des virus un peu différents. Donc, ils nous préoccupent. Parce que les vaccins vont moins être protecteurs, et puis les Japonais ont trouvé un pouvoir pathogène non nul. À mon avis, c'est un virus tueur, et on ne sait pas quelle va être cette épidémie de BA2. Alors on disait pourtant que par rapport notamment à leur prédécesseur Delta, ils étaient beaucoup moins dangereux, beaucoup moins pathogènes. Non, ils ne sont pas beaucoup moins. Ce qui expliquerait d'ailleurs la situation sanitaire, avec une relativement importante baisse des hospitalisations et des cas graves. Oui, c'est vrai que la situation sanitaire pendant la période de cette double vague Omicron-Delta, Delta-Omicron plutôt, nous a beaucoup surpris. Le nombre d'infections dans les écoles, le nombre d'infections... C'est vrai que les enfants ont été la cible de Omicron puisque c'est eux qui étaient les moins immunisés. Ils sont donc un réservoir de virus qui ont permis l'extension très largement aux familles et tout. Et on a quand même une baisse des mesures barrières. On a laissé les écoles, on n'a pas vacciné. Enfin voilà, on a eu tout fait pour ce virus qui avait une grande affinité pour les enfants. Donc voilà, c'est ça qu'il faut entendre, c'est que on découvre au fur et à mesure des virus assez différents qui ont des comportements différents. Et Omicron était différent de Delta dans la mesure où il ne va pas trop dans le poumon. Il fait plutôt une infection des voies aériennes supérieures. Et puis surtout, il a une bonne affinité pour le bout de nez des enfants. Est-ce qu'il serait possible d'anticiper toutes ces mutations de ce virus, mais de tout virus Alors, pathogène? En fait, on commence à dessiner maintenant un petit peu le fait que le virus, quand il se multiplie dans une cellule, il ne va pas être reproduit tout à fait pareil. Il y a des erreurs de recopiage, en quelque sorte, et donc il y a des variations et des mutations qui apparaissent sur les lignées qui sont relativement proches, alpha, bêta, delta. Par contre, là,
Donc c'est une accumulation au cours du temps, quand ils se multiplient au fur et à mesure, les accumulations de mutations. Donc ça, c'est très bien surveillé. Il faut d'ailleurs une surveillance mondiale extrêmement bien organisée pour savoir ce qui se passe. Mais on a un deuxième phénomène qui nous surprend, et notamment avec Omicron, c'est-à-dire qu'Omicron, il existait en avril 2020. Il existait. Il était là quelque part. Donc il n'y a pas que le virus. Il y a aussi toutes les conditions qui font que, eh bien, il a trouvé un foyer pour émerger au Botswana. Il a été transmis du Botswana sans doute en Afrique du Sud, où là il a retrouvé à nouveau un foyer de jeunes, notamment infecté beaucoup de jeunes qui n'ont pas fait des pathologies très graves, mais elles ont un système immunitaire peut-être plus performant. Et puis il s'est diffusé extrêmement rapidement. Donc on a deux jeux, le jeu d'apparition de mutations et puis ce réservoir de variants qui déjà coexistaient avec les autres, dont on ne sait pas bien l'origine. Donc le papier de Pasteur, de l'Institut Pasteur, de Marc Eloi avec les équipes du Laos, ont comparé à Wuhan, au virus initial. Il faut maintenant reprendre tout ce travail de virus des chauves-souris pour voir si on trouve ces nouveaux variants parmi les virus qu'ils ont étudiés. Donc on a encore à faire. C'est-à-dire qu'à vous entendre, on a l'impression que si on essaie de remonter jusqu'à l'origine, on va peut-être trouver plusieurs patients zéro de virus qui sont extrêmement proches, mais pas forcément semblables. Alors oui, encore une fois, il y a des conditions épidémiologiques variables devant chaque pays. Par exemple, en France, là en ce moment, le BA2, il est à 12% en moyenne sur toute la France, mais ça va de 10% à 30% selon les régions. Donc on voit bien que chaque région a une capacité de prolifération du virus qui n'est pas la même que la région d'à côté, suivant qu'il y a plus d'enfants, suivant que c'est les vacances scolaires, suivant qu'il y a beaucoup de gens vaccinés, ou au contraire beaucoup de gens qui ont été infectés comme en région PACA. Enfin, voilà, il y a des circonstances qui font qu'il y a les chaînes épidémiologiques qui se construisent, dont le virus, qui quand même mène la course en tête, c'est lui qui gagne tout le temps en ce moment, c'est lui qui choisit un petit peu les meilleures conditions pour survivre. Et ses cibles, de fait. Et il choisit ses cibles. Donc on vient de parler des mutations. Ces mutations, elles ont évidemment des effets, puisqu'on a l'impression qu'à chaque mutation a correspondu aussi une nouvelle vague. Là, on vient de vivre la 5e vague. Est-ce que l'apparition donc de ce sous-variant d'Omicron, est-ce que ça annonce une autre vague, ou est-ce que on va, comme l'ensemble de la société a l'air de l'espérer ou de le penser, vers une accalmie durable? Pour tout dire, moi je suis encore préoccupée. Je suis préoccupée parce qu'hier il y avait encore 286 morts et dire aux 286 familles endeuillées hier que tout va bien, c'est assez difficile. Dire qu'il faut enlever le masque, je ne suis pas tout à fait d'accord parce qu'encore une fois, on est pris par surprise. Ce BA2 a moins d'une semaine et je pense qu'il va falloir revoir un petit peu les choses et le surveiller. Donc ça veut dire qu'il faut à la fois beaucoup surveiller du point de vue virologique et puis maintenir les mesures barrières dans un certain nombre de circonstances. C'est sûr que là, les vacances scolaires, ça va être un petit peu plus facile pour les enfants, mais ce virus risque d'avoir une affinité pour les enfants assez importante encore. Il ressemble beaucoup à Omicron. Alors, c'est vrai qu'ils sont tellement différents des autres que la réponse vaccinale est un petit peu moins forte. Mais malgré tout, il y a plusieurs articles qui montrent que quand même, ceux qui sont bien vaccinés avec 3 doses ont une réponse vaccinale vis-à-vis de Omicron tout à fait suffisante. Alors que 2 doses, c'est clairement insuffisant. Donc là aussi, je traduis très basiquement ce que vous dites. Attention quand même à ce sous-variant qui peut continuer à faire des dégâts. Heureusement, la part de vaccinés dans le pays protège pour l'essentiel. Exactement. En fait, c'est difficile de connaître le pouvoir pathogène de ce virus puisque la majorité de la population peut être infectée. Clairement, il a un pouvoir d'infection 30% supérieur à Omicron 1, donc c'est fort. Mais il arrive sur des gens qui ont déjà une immunité. Donc pour nous, le gros danger, c'est encore une fois les non-vaccinés. Et même les doublement vaccinés, 2 doses, il faut qu'ils y aillent, il faut vite qu'ils y aillent parce que le 3e dose est un vrai rebond de l'immunité et sera vraiment protecteur.
Et revenir sur un certain nombre de restrictions, pour vous, c'est trop tôt, même quand c'est annoncé très officiellement aux alentours de la mi-mars. On est dans le bon timing ou on prend des risques ? Je pense que d'ici la mi-mars, on aura suffisamment d'informations sur le virus BA2, sur le deuxième Omicron. Et donc à ce moment-là, on verra si on peut ajuster. Je pense que le gouvernement est en attente. C'est sûr que ce mélange Ukraine, Covid, élection présidentielle, tout ça fait beaucoup de choses pour un même gouvernement pour prendre des décisions qui vont plaire aux Français. C'est clair qu'ils aimeraient bien se débarrasser de cette question sanitaire. Beaucoup de paramètres à gérer en même temps. Beaucoup de paramètres à gérer en même temps. Vous l'avez évoqué beaucoup depuis le début de cet échange, la vaccination des enfants. Olivier Véran vient de reconnaître qu'elle a été plutôt un échec. Il y a moins de 5% des 5-11 ans qui ont été vaccinés. Vous partagez ce terme d'échec ? Ah oui, pour moi, c'est vraiment ennuyeux parce que, d'abord, on a la chance en France d'avoir accès à ces vaccins. La prévention, c'est le b.a.-ba en maladie infectieuse. On ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas ce que vaut BA2, on ne sait pas si on va avoir une autre vague de coronavirus en septembre. Tous ces inconnus font que c'est pas parce qu'on n'a pas eu beaucoup de morts d'enfants, mais on a quand même 110 enfants qui étaient en réanimation. Ça n'est pas rien. Donc la Société française de pédiatrie qui a fait des remarques tout à fait pas adaptées aux chiffres et à la réalité d'hospitalisation, fait qu'elle n'a pas pris en compte tous ces inconnus. Et donc, moi, je pense que l'Académie de médecine, l'Académie des sciences, on s'est vraiment prononcé sur l'importance de cette vaccination, protéger les enfants des vacances d'été, de la rentrée scolaire, et en profiter de ce vaccin qui maintenant, avec les milliards de personnes qui ont été vaccinées, montre bien à quel point, 1, il est protecteur, 2, il n'y a pas d'effet secondaire, et il marche très bien chez les enfants. Et malgré tout, selon les dernières enquêtes qui ont été réalisées, il y a à peu près un tiers des parents qui ne sont pas prêts du tout à laisser vacciner leurs enfants. Oui, parce qu'ils sont confrontés à des discours complètement contradictoires. C'est pas facile de se faire la part des choses. C'est vrai qu'ils ont bien vu que finalement beaucoup d'enfants avaient le nez qui coulait. Mais malgré tout, ils ont aussi que c'était pas si grave, mais en même temps, ils ont vu à quel point ça avait bouleversé leur vie, à les tester, à les garder à la maison, à être tous infectés. Moi, je vois dans ma famille, même s'ils étaient tous vaccinés de 3 doses, ils ont tous été infectés et les 4 enfants ont eu les 4 classes fermées. Les 4 enfants ont été contaminés, ont contaminé leurs parents. Ça fait 100%, c'est pas beaucoup, mais il n'empêche que le virus circule énormément et on n'a pas... À mon avis, je pense que Blanquer a voulu laisser les écoles ouvertes. On aurait pu se faire un petit créneau de 15 jours de grosse vaccination avant de libérer plus de 500 000, 600 000 enfants infectés au minimum, sans compter ceux qui n'ont pas été testés. Pas simple d'organiser des séances de vaccination pendant les vacances des enfants. Non, mais on ne les envoie pas à l'école pour s'infecter non plus. On sait vraiment que ce sont les enfants qui sont le réservoir, la cible du virus, de ces nouveaux virus, et on sait combien cette école est propice à l'extension, à la circulation virale. Donc maintenant, voilà, c'est démontré. J'espère que toutes ces démonstrations vont aider les parents à réfléchir sur toutes ces inconnues, sur la suite de ces nouveaux virus qu'on risque d'avoir, notamment en septembre. Alors justement, restons juste quelques secondes sur les vaccins. Olivier Véran, toujours lui, a parlé à propos de la 4e dose, d'une fatigue vaccinale. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, un ras-le-bol des Français sur une dose, 2 doses, 3 doses et peut-être d'autres doses. Est-ce que ça peut poser un problème, justement, si on a un virus qui continue d'évoluer, qui continue d'être présent et qui continue d'avoir des variants pathogènes? Pour le moment, je ne vois absolument pas l'intérêt de cette 4e dose, d'autant qu'elle serait toujours, surtout si elle est avec cet ARN messager correspondant au virus initial, au virus de Wuhan. Donc il faut attendre de voir quelle va être éventuellement une nouvelle vague, mais pour le moment... Moi, j'ai des signaux que les 3 doses sont... Le 3e dose est un vrai rappel
et que cette immunité, notamment immunité cellulaire, il ne faut pas se tenir compte uniquement des anticorps. On a toute une partie du système immunitaire qui est bien sensibilisée et pour lequel on garde une mémoire immunitaire qui mature et qui augmente de mois en mois. Donc moi, je ne suis pas du tout favorable à une 4e dose maintenant, d'autant qu'on ne sait pas vacciner contre quel nouveau virus. Donc ce serait un petit peu dommage de dépenser beaucoup d'énergie à quelque chose qui ne servira à rien. Et puis j'ai des signaux assez positifs. Je m'occupe au sein du groupe SOS, je les aide pour ce qui est toute la partie virologique, dépistage, diagnostic, PCR, vaccins, etc. Et nous avons eu une réunion encore récemment. Le groupe SOS encadre un peu plus de 75 maisons de retraite. Et dans les maisons de retraite, la 3e dose, elle a eu lieu fin août, début septembre. Absolument. Donc il y a longtemps. Eh bien, le virus circule beaucoup. Et effectivement, sur les 75, il y a 30 foyers. Il y en a 30 qui sont positives. Donc c'est beaucoup. Aucune de ces personnes âgées n'a été hospitalisée. Et aucun n'a fait une forme grave. Et on est 8 mois après. Donc ça veut bien dire que quand même, on a une protection, y compris chez des personnes âgées qui ont soi-disant une immunité assez basse. Donc voilà, il y a tous ces signaux et toutes ces connaissances qu'il faut empiler au jour le jour et prendre en compte. Et c'est pas facile pour le gouvernement. Je reconnais que la situation qui doit changer tout le temps et les décisions qui doivent être prises tout le temps, c'est vraiment difficile. Et c'est difficile, bien sûr, pour les Français de comprendre que ça change tous les jours. Oui, mais pour moi, virologue, les données changent tous les jours. En conclusion, optimiste ou encore très prudente ? Les deux. Optimiste, parce que je pense, depuis un petit moment, je dis que le printemps, ça va s'éclaircir, et puis, entre-temps, il y a BA2, mais donc il faut rester prudent. Il faut continuer les vaccinations pour ceux qui n'ont pas eu les 2 doses, il faut se protéger, il faut protéger nos personnes âgées, ça c'est sûr, et puis il faut continuer un certain nombre de mesures barrières en espérant que vraiment le printemps va être le renouveau. Vive le printemps. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Merci beaucoup, professeur Christine Rouziou, pour la clarté, la précision de vos réponses. J'espère qu'elles auront en effet éclairé toutes ces inconnues qui continuent d'exister sur un sujet qui nous préoccupe tous depuis maintenant plus de 2 ans. Merci à vous tous pour votre participation à travers les questions que vous nous avez fait parvenir sur ce sujet. Merci aussi pour votre fidélité. Je vous dis au revoir et à bientôt pour un prochain Questions aux experts avec Pourquoi Docteur ?